Dans la première vidéo consacrée à la BMW i4 qu'on vous remet ici en lien, on vous présentait le véhicule sous toutes ses coutures, on testait l'autonomie réelle sur autoroute ainsi que les temps de charge. Il était également question de conduite semi-autonome et bien sûr de sensations à son volant. Alors dans la deuxième partie de la vidéo, je vous propose d'aller à l'intérieur de cette i4 pour voir si elle est aussi technologique qu'à l'extérieur. On va bien sûr aussi parler de connectivité, des écrans, de l'application mobile. Allez, c'est parti. Alors on rentre dans cette BMW i4, vous voyez ici, il n'y a pas de montant. On s'installe à l'intérieur et la première chose c'est d'appuyer sur le bouton Power. Vous entendez ce magnifique son créé par Hans Zimmer. Alors c'est vrai que c'est pas aussi futuriste que le iX qu'on avait testé, même si ça reprend exactement la même dalle, le même double écran ici, qui est quand même assez grand mais assez serré ici sur la hauteur. Pour le reste, je dirais que c'est une série 4 un petit peu classique, voilà, avec toutes les poignées de porte. Il n'y a pas de rétro numérique. Il y a encore beaucoup de boutons, notamment ici sur la console, beaucoup de boutons aussi au niveau du volant. Après, c'est vrai qu'on est chez BMW, donc c'est extrêmement bien fini, mais on veut pas perdre sa clientèle classique. Bon, alors je vous fais un petit tour des boutons des commodos. Donc ici, on a tout ce qui est poignée de porte, bon, du classique. Pour le verrouillage, là pour tout ce qui est rétroviseur, lève-vitre, sécurité enfant, assez pratique. Là-bas, les commandes de phare, du classique, un BMW. Le volant, moi je l'aime beaucoup. Il est pas très gros, puis il se prend bien en main. Vous voyez ici, là, il est un petit peu renforcé. Là, c'est tout ce qui est conduite semi-autonome, on l'a vu. Ici, tout ce qui est multimédia avec l'assistant vocal aussi, pour changer de piste, pour changer le volume, pour se balader dans les menus. Vous voyez ici, là, c'est pour personnaliser l'écran, on y reviendra juste après. Des commodos, il y a vraiment le minimum pour les essuie-glaces ici, là, les clignotants. La clim, elle est 100% numérique, donc vous avez un petit écran ici pour l'avoir de manière beaucoup plus détaillée, mais vous pouvez juste régler ici par exemple la température, donc ça c'est plutôt pas mal. Après vous avez ici donc encore quelques petits boutons. Alors ça c'est dommage, les boutons du volume et pour changer de piste, puisque en fait vous les avez là au volant. Ça aurait été plus intelligent de la mettre côté passager. Vous voyez qu'on a quand même quelques commandes de dégivrage, les warnings, donc il reste des vrais boutons. Ici une zone de charge sans fil, très pratique, et puis qui marche aussi avec les iPhone Pro Max et tout. J'ai pas eu de soucis même avec les coques. Un port USB-A, ça c'est assez étonnant quand même sur une voiture comme ça, mais bon, pourquoi pas. Des portes gobelets ici, la petite prise allume-cigare. Regardez ici, alors là il y a quand même pas mal de boutons. On retrouve ici toute la navigation, pour ceux qui aiment pas le tactile. Vous voyez qu'on peut naviguer juste avec ici les petits boutons. Bon, pourquoi pas, pour accéder rapidement à la navigation. Ceux qui aiment pas forcément les écrans, ça peut être bien. Ici on a le SP, la caméra, le bouton du parking, le bouton de démarrage. Donc je vous l'ai dit, ça c'est assez casse-pied, puisqu'il faut tout le temps allumer et éteindre la voiture. Là on a les différents modes, sport, confort. Vous voyez ici, ça vient s'afficher là, donc on peut les sélectionner pendant la conduite. Le levier de vitesse, enfin le sélecteur de boîte plutôt, qui est pas très pratique. Là c'est le P, et puis là vous avez donc pour reculer et pour avancer, et surtout le mode B, vous voyez, il est sur le côté. Donc en fait, quand vous faites vos manœuvres, si vous voulez repasser en mode B de temps en temps, il faut en permanence aller le mettre sur la gauche. C'est un petit peu casse-pied. Le frein à main, bon, moi je suis en auto-hold, donc j'en ai pas forcément besoin. Et puis ici dans la coudoir centrale, regardez, on a des petites prises, enfin on a une prise USB-C, vous voyez ici avec une petite lumière. On a pas mal de place, ça va, c'est pas exceptionnel par exemple par rapport à Tesla qui est beaucoup plus creusé. On n'a qu'un seul port, donc il faudra utiliser l'USB-A à l'avant. On en a encore deux autres à l'arrière, donc je dirais que globalement on est bien équipé. L'ergonomie ça va, mais c'est un petit peu l'ancienne école. Alors un mot quand même sur les finitions. C'est vrai qu'on a du cuir un petit peu à tous les étages. Bon, on a une voiture qui est quand même pas mal optionnée, mais c'est vrai que les assemblages sont vraiment très très bons. Regardez la qualité du cuir du volant, c'est sûr qu'on n'est pas chez d'autres marques un petit peu plus généralistes. Il n'y a aucun bruit de mobilier. Tout est extrêmement bien assemblé. Les sièges sont extrêmement confortables. Alors évidemment, vous avez différents niveaux d'options. Donc ici, on a une voiture quand même qui a énormément d'options, qui est extrêmement confortable. Par contre, regardez, petit détail, on n'a pas ici de poignée pour se tenir. Le pare-soleil, plutôt pas mal avec la petite lumière. Mais par contre, regardez les lumières là-haut. En général, maintenant, tout est tactile. Là, on a quand même des boutons. Voilà. Je trouve pas que ça fait très très haut de gamme. Il y en a aussi qui trouvent que les commodos font un petit peu plastique. Alors c'est vrai que du plastique, il y en a un peu sur les côtés là, mais je dirais que globalement ça va quand même. Tout est plutôt bien assemblé, bien fini. Les matériaux sont relativement nobles. On a du cuir jusque sur la planche de bord là-haut. Donc moi j'adore cet esprit BMW où il y a absolument ou quasiment rien à dire en termes de finition. Alors un petit détail, regardez, vous pouvez ici fermer, donc ça c'est pratique. Par contre s'il y a un câble, ça marche pas. Voilà. Donc il faut enlever l'USB. Par contre si vous avez un téléphone là-bas, voilà, ça peut le masquer, c'est quand même assez pratique.
Bon, on va à l'arrière. Alors regardez ici avec ce petit seuil de porte bleu que je trouve assez réussi. Vous voyez ici les portières, cette finition vraiment exemplaire. Là on a les vitres électriques, bien sûr. La petite sono Harman Kardon. Alors vous voyez que c'est assez vaste, je dirais un peu comme dans une Tesla Model 3. Moi j'ai réussi à mettre 3 sièges auto au forceps, mais c'est quand même rentré. La place centrale est vraiment pas terrible. Vous voyez ici on a voilà une assise qui est quand même pas très molle, surtout ici là, puisque ici forcément on a tout ce qui est porte-gobelet à coudoir, donc voilà, mais on a quand même 3 ceintures de sécurité, on a que 2 Isofix, et surtout la place centrale, regardez, on a un énorme tunnel central qui ne sert strictement à rien dans une électrique, mais comme c'est un véhicule thermique modifié, ils l'ont laissé. On a les 2 prises USB-C, on a aussi, regardez, tout ce qui est réglage de clim, donc qui est plutôt bien fait. Ici, les petites aumônières, globalement on a quand même pas mal de place, les sièges sont assez creusés en dessous, donc on va dire que globalement ça va. Bon, à l'arrière, franchement, c'est quand même tout confort. Moi je suis hyper bien installé. Alors évidemment la place du milieu elle est pas du tout confortable, ça va juste vraiment pour du dépannage ou pour éventuellement des enfants. On a quand même une petite poignée ici pour se tenir. Vous voyez que je fais 1m70 et j'ai quand même pas mal de place ici au niveau donc de la tête. Je dirais qu'il y a encore 15 bons centimètres. En plus regardez ici, j'ai pas trop les genoux dans le menton, donc globalement ça va, on a quand même pas mal d'espace. Le siège est réglé pour moi, donc voilà, c'est pas non plus un cas extrême. Et puis vous voyez, on a une bonne visibilité quand même sur la partie avant, donc globalement on se sent quand même très bien dans cette i4, mais voilà, plutôt pour 4 adultes, éventuellement 3 enfants. Je vous montre quand même tous les haut-parleurs. Regardez, il y en a un là, il y en a un là, il y en a encore un ici, encore le caisson de base derrière. Vraiment, c'est impressionnant. Bon, la caméra de recul, elle est plutôt pas mal. Regardez, ici avec une qualité d'image plutôt correcte, en 2 parties avec la Bird View et puis la caméra principale. Donc c'est plutôt pas mal d'avoir ces écrans larges. Pour ça, on a aussi une petite vue 3D, mais je l'ai pas trouvé terrible parce que regardez, on a que des présélections en fait. Donc c'est vrai que c'est pas aussi sympa que chez Audi par exemple, où on peut vraiment zoomer à la main. Là, on peut vraiment rien faire avec les doigts, c'est un petit peu pénible. Alors regardez, on va faire un truc amusant. Je vais m'engouffrer donc dans une allée. Ok, on va tourner ici, voilà, on monte la petite côte, on va sous le Porsche, voilà, on se gare ici. Vous voyez que j'ai fait quand même une sacrée manœuvre, mais je me dis, ah bah finalement j'ai oublié quelque chose, je dois aller faire mes courses. Donc je passe en mode arrière, je coche ici l'option auto reverse, et regardez là c'est la BM i4 qui prend le contrôle. J'ai juste en fait à gérer le frein et l'accélérateur, mais c'est elle qui va me refaire le trajet en sens inverse exactement. Évidemment il y a des petits capteurs, évidemment c'est moi qui dois m'arrêter si jamais je vois un piéton ou quoi que ce soit, mais dans l'absolu ça marche quand même hyper bien, et c'est vraiment au centimètre près. Enfin, c'est assez incroyable, et ça marche sur plusieurs dizaines de mètres. Donc là par exemple on a une grande allée, et franchement bah regardez ici, il m'a fait exactement la manœuvre inverse sans souci. On commence par l'écran central, alors qu'il fait 12 pouces, donc c'est à peu près comme un iPad sauf que c'est un peu plus étiré, mais ça fait vraiment une belle surface en tout cas. Alors par contre il n'est pas très personnalisable, c'est toujours à peu près le même layout. Donc vous voyez sur la partie gauche vous avez tout ce qui est kilomètre-heure, vous avez aussi le pourcentage de la batterie, tout ce qui est phare, l'heure, la lecture de panneau. Là on peut personnaliser le centre, on y reviendra juste après. Et puis sur la partie droite on a la puissance, donc tout ce qui est récupération ou pas d'énergie. On a l'estimation en kilomètres, c'est pas mal, c'est dommage de pas l'avoir mis vers la batterie, la température bien sûr. Et puis regardez, donc si vous appuyez sur ce petit bouton ici, vous pouvez donc personnaliser alors différentes choses. Déjà le layout, mais bon vous allez voir c'est quand même assez limité, on peut le mettre comme ça ou alors comme ça, bon voilà c'est pas terrible. Après on peut personnaliser le contenu, donc là j'ai mis la musique, mais on peut mettre aussi la carte. Alors il peut mettre aussi Apple Maps, ça marche pas avec Google Maps, mais Apple Maps de CarPlay c'est les seuls à le faire, c'est plutôt pas mal, c'est assez bien réalisé. On peut aussi avoir juste, vous voyez ici, les directions ou la boussole éventuellement. La conduite semi-autonome, on l'a vu, qui est extrêmement complète, ou tout ce qui est odomètre, voilà, consommation aussi électrique. Bon, moi j'aurais aimé un peu plus de personnalisation, par exemple comme chez Audi, où on a un vrai virtual cockpit personnalisable, alors que là, c'est vrai que c'est quand même pas terrible. Bon, cet écran principal, il fait 14 pouces, donc c'est un peu plus gros qu'un iPad. On l'a déjà détaillé dans le X, donc je redétaillerai peut-être pas autant, mais de manière générale, moi je suis quand même pas très fan de l'ergonomie. Bon là on a un système de widgets sur la home, donc vous voyez que vous pouvez en rajouter. Bon là j'en ai mis autant que je veux, mais vous pouvez aussi les personnaliser, voilà, si je veux par exemple les enlever, je peux. Vous pouvez aussi donc revenir à l'écran d'accueil. Ce qui est bien ici, c'est qu'on a un accès direct à CarPlay tout le temps, donc ça c'est assez pratique. Par contre regardez ici, mettons que je mets le mode confort, voilà, et ben là il va pas revenir à CarPlay, c'est modal. Donc pour revenir à CarPlay, vous voyez, il se passe rien. Il faut cliquer ici.
Voilà, et il revient ici à CarPlay. Vous avez toujours la possibilité donc de revenir à ce menu principal. Vous avez aussi un menu avec des applications. Alors, soit toutes les applications, regardez, y compris les applications de CarPlay. C'est assez marrant d'avoir fait ça. Soit uniquement les applications du véhicule. Bon, je dirais que c'est un petit peu à l'ancienne, mais c'est limité aussi par le format de l'écran. Je trouve qu'il est trop horizontal. Et c'est vrai que c'est pas évident de faire des interfaces faciles à prendre en main là-dedans. Bon, après, on s'y fait. Si vous êtes habitué à BMW, il est quand même beaucoup plus fluide, beaucoup plus réactif, donc ça c'est quand même assez agréable. Mais regardez, rien que le GPS, c'est quand même un petit peu vieillot tout ça. Un autre truc un peu casse-pied, regardez, vous êtes sur CarPlay ici, vous voulez juste voilà, mettre la clim par exemple sur un peu plus faible. Voilà, ça reste modal encore, c'est-à-dire que pour revenir à CarPlay, faut revenir là, rappuyer là quoi. C'est un petit peu casse-pied quand même. Bon, on va tester le planificateur d'itinéraire. Alors regardez, OK BMW, allez à Marseille. Voilà, donc là on espère qu'il nous fasse un planificateur d'itinéraire parce que bon, il va pas avoir assez de batterie, donc il va falloir recharger sur la route. Sauf qu'il vous calcule l'itinéraire, vous voyez déjà le temps que ça prend. Voilà, 500 km. Et il vous dit que voilà, on n'a pas assez d'autonomie. Est-ce que vous voulez afficher les bornes? Sauf qu'en fait, il va toujours vous afficher les bornes le long de la route. Il va pas vous afficher le planificateur d'itinéraire. Vous voyez ici, au bout de 220 km, il faut qu'on choisisse un petit peu les bornes sur lesquelles on veut aller. Donc moi, c'est pas du tout ça que je lui ai demandé. Et puis si je reviens en arrière, donc je reviens sur mon itinéraire. Donc vous voyez ici, en fait, il vous met voilà un itinéraire thermique un petit peu classique. Et en fait, au bout d'un moment, il va vous suggérer un itinéraire. Mais c'est pas le cas hein, immédiatement ici. Donc vous voyez, on a l'itinéraire optimisé, l'itinéraire actuel, donc l'itinéraire optimisé comme ça. Mais là on démarre et on ne sait pas en fait tout simplement quelle borne on va avoir, est-ce que ça va être du Ionity, etc. Donc il faut retourner ici dans les réglages. Vous voyez, donc on s'arrête chez Ionity, chez Total, donc a priori c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que là on a quand même les temps de charge et tout, mais faut quand même aller chercher l'info. Enfin c'est pas aussi simple quand même que chez Tesla. Vous voyez, on a quand même des estimations avec l'arrivée à 10%, mais on peut rien régler. Hein. C'est vraiment au petit bonheur. Et là on n'a pas toujours des super bornes. Bon là j'ai de la chance et du Ionity, mais des fois on a des trucs un petit peu folkloriques. Bon voilà, c'est toujours la même chose hein, par rapport au X. Moi je m'attendais à un planificateur beaucoup plus complet. Bon, je vais vous montrer certains menus, hein, mais on l'a déjà vu avec le X, je vais pas tout redétailler, je vais juste vous montrer quelques petites choses, notamment le menu de charge ici, donc assez bien fait, puisque bon, voilà, on a le menu de charge classique, on a aussi la planification de charge, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre par exemple tous les lundis entre 12h et 13h de vous charger par exemple, donc ça c'est assez bien fait. En plus vous avez énormément de possibilités de jour. Vous avez aussi donc la possibilité de limiter le courant si vous avez une installation un petit peu vétuste, bon, sachant qu'on monte quand même à 16 ampères. Vous avez l'objectif de charge aussi que vous pouvez baisser, voilà, comme chez Tesla, hein, le mettre qu'à 80% par exemple. Si vous chargez tous les jours, vous pouvez déverrouiller le câble de charge depuis ce menu. Voilà, bon, le bruit du ventilateur, ça me fait toujours rigoler chez BM. Mais regardez là, c'est un petit peu poussif tous ces widgets. Franchement, ça aurait pu tenir sur une seule ligne. Je trouve que c'est un petit peu grossier. Bon, ça c'est vrai que je vous le montre assez souvent. On a aussi des personnalisations au niveau de l'intérieur. Vous voyez qu'on peut changer la couleur par exemple. Voilà. Donc on a des petites LED là qui courent le long. Bon là on le voit pas parce qu'il fait jour, mais c'est toujours amusant de pouvoir personnaliser sa voiture. Ça va pas aussi loin hein, que chez Audi par exemple, mais je trouve ça assez rigolo. Voilà, vous avez aussi de l'éclairage extérieur, notamment au niveau de la poignée de porte, le petit tapis de lumière et tout. Moi, je trouve ça assez stylé. Là, ça fait très haut de gamme ce genre de petit réglage. Alors, on a un menu écran qui est assez étrange parce que franchement, il y a plein de choses que je pensais pas aller régler là-dedans. Déjà, l'afficheur tête haute, bon, pour moi, c'est pas vraiment un écran, mais voilà, vous pouvez régler la luminosité, voilà, la rotation, etc. Vous avez aussi tout ce qui est combiné d'instruments. Donc là, par exemple, la période de données de conduite, on peut réinitialiser, mais en fait, vous pouvez le faire depuis le volant avec ce petit bouton. Donc là, pareil, d'aller vraiment chercher ça, je trouve ça un petit peu bizarre de chercher ça ici. Et vous avez aussi tout ce qui est écran de contrôle. Donc là, voilà, je trouvais ça assez bizarre de mettre ça ici. Vous voyez ici les unités, etc. Donc c'est, ouais, je trouve que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Vraiment, enfin, allez faire un petit tour, hein, tout ce qui est pavé tactile, les petits sons, etc. Est-ce que vous voulez vraiment tout ça? Alors un autre réglage, regardez, qui est encore bien caché, c'est
ici on peut lui dire d'éviter les dépassements par la droite. Donc vous voyez ici, mais c'est plutôt pas mal hein, d'avoir ce réglage. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est encore coincé là dans des sous-menus. Je trouve ça vraiment très très bizarre. Alors un menu que j'aime bien, vous savez, moi j'aime bien tout ce qui est ouvrant, c'est qu'on peut bien le personnaliser. On peut verrouiller et déverrouiller la voiture. L'accès confort, voilà, par exemple le verrouillage en cas d'éloignement ou d'approche. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Les digital keys, donc ça c'est la clé sur le smartphone, sur les keycards aussi. Donc ça que vous pouvez personnaliser ici. Donc c'est assez pratique. Vous avez aussi tout ce qui est clé du véhicule. Vous pouvez affecter par exemple la touche à losange hein, qui est personnalisable. Donc ça c'est plutôt pas mal. La touche à haillon aussi. Vous pouvez lui dire hein, par exemple la touche à losange. Vous voyez, vous pouvez lui dire de mettre par exemple la clim ou l'éclairage d'accompagnement. C'est plutôt pas mal. Le haillon, vous pouvez choisir d'avoir une fermeture ou ouverture au pied, l'un ou l'autre. Hein, ça c'est plutôt pas mal. Et puis l'option des lave-vitres automatiques. Donc voilà un menu assez complet hein, pour les ouvrants. Moi je trouve ça assez pratique. Alors un autre menu qui est, moi je vous encourage à aller, c'est surtout tout ce qui est aide à la conduite par exemple. Donc là vous pouvez vraiment régler tout ce qui est sécurité. Donc voilà, collision frontale, etc. Est-ce qu'il va intervenir ou pas sur le braquage. Voilà, en fait vous avez vraiment tout ce qui est voilà somnolence. Moi des fois je le désactive, je trouve ça un petit peu pénible. Les alertes pour le dépassement de la vitesse, tout ce qui est stationnement aussi. Donc là s'il active ou pas la vue panoramique ou pas, s'il repère les lignes de stationnement. Bon ça moi j'avoue que j'ai pas trop utilisé. La conduite, ça c'est pas mal, je vous encourage à aller voir puisque tout ce qui est adaptation de la vitesse, vous voyez, éviter les dépassements par la droite, est-ce que vous voulez le régulateur adaptatif. Donc voilà, il faut passer un petit peu de temps. Tout ce qui est conduite assistée aussi, là par exemple la formation de couloir de secours, ça c'est une option qu'on a pas souvent. Les Allemands font pas mal ça hein, maintenant. Donc vous avez vraiment la voiture qui va former un couloir de secours en conduite semi-autonome. Après vous avez tout ce qui est châssis et propulsion. Bon là on n'a pas beaucoup d'options, mais par exemple le mode de récupération en mode D ici, moi j'aime bien qu'il soit maximal. Voilà, ça m'évite de mettre le mode B quand je fais des manœuvres par exemple. J'aime bien avoir le son du moteur. Bon ça vous pouvez l'enlever si vous voulez une voiture silencieuse. Et puis voilà, si vous voulez en mode individuel, plutôt le châssis Eco Pro ou plutôt le châssis regardez sport. Voilà, donc avec direction sport, propulsion sport. Donc c'est à vous de voir un petit peu vos petits réglages. Alors un dernier petit menu que je vais vous montrer, c'est les réglages système. Bon rien d'incroyable, c'est là où vous réglez vos langues, etc. Tout ce qui est assistant personnel, on l'a vu, hein, l'assistant personnel sur le X qui était pas fantastique, mais ça vous permet quand même de lui faire quelques petites requêtes au volant. Donc voilà, tout ce qui est fenêtre contextuelle, les notifications. Donc ça c'est quand même assez pratique de pouvoir régler tout ça. Je vous encourage à aller le faire un premier coup. Et puis tout ce qui est mise à jour aussi. Donc voilà, on a une voiture qui peut se mettre à jour hein, potentiellement. Donc rechercher des mises à niveau de manière régulière. Le bon vieux mode voiturier, un mode ne pas déranger, tout ce qui est protection des données. Voilà, la mise à jour aussi des applis si on veut qu'elle se fasse automatiquement ou pas. Donc voilà, des réglages système. Là pour une fois, il y a à peu près tout ce qu'il faut là-dedans. Bon, petit tour de l'application mobile qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, elle vous envoie plein de petites notifications. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Hein. Vous voyez ici l'état de la charge, par exemple, si elle a fini de charger. Donc ça, c'est quand même assez pratique. On voit directement le statut de la voiture, si elle est déverrouillée ou pas, le niveau de charge, l'estimation en kilomètres. On peut verrouiller à distance, déverrouiller aussi, la faire klaxonner, les phares, la clim. Bon, par contre, on peut pas mettre hein, la température ici. Après, on a plein de petites options. Bon, on peut localiser le véhicule, évidemment. On a ça, c'est un peu un mode sentinelle de chez Tesla. Vous voyez que c'est plutôt pas mal. En fait, on a une vue 3D de la voiture. Par contre, c'est des photos. Et puis surtout, si vous voulez refaire la prise de vue, vous voyez, il faut revenir là et puis actualiser la vue. Et là, c'est méga long. Donc, faut qu'il réveille le véhicule, etc. Il y en a vraiment pour des plombes. Donc voilà, c'est vraiment juste pour voir si vous n'avez pas oublié un truc à côté de la voiture ou s'il y a quelqu'un qui s'est garé un petit peu trop proche. Après, vous avez tout ce qui est gestion de la clé numérique, donc dans Wallet, hein, avec cette petite clé donc numérique, avec des tutos pour l'iPhone, pour l'Apple Watch. Mais ici, là, voilà, il vous dirige dans Wallet. Après, vous avez différentes options. Alors, vous avez le mode express ici, donc ça, c'est assez utile puisque si jamais, par exemple, vous voulez pas utiliser Face ID, vous avez juste à mettre le téléphone contre la voiture ou la montre. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis surtout, vous pouvez regarder inviter des gens. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis, vous pouvez définir des droits d'accès si il a le droit d'ouvrir la voiture ou d'avoir une conduite relativement restreinte, mais pour partager une clé en 3 minutes, c'est vraiment hyper pratique. Là, vous avez tout ce qui est recharge. Alors, on peut chercher effectivement une borne de recharge. Il y a des filtres, vous voyez ici,
ici. Bon, moi j'ai filtré par exemple pour avoir du 200 kW. C'est assez lent, c'est pas méga fiable, mais on va dire, vous voyez ici pour avoir les options, là c'est quand même assez long. Voilà, le temps qu'il cherche. Mais par contre, il y a quand même les prix, il y a quand même la disponibilité, voilà, le type de prise. Donc c'est plutôt pas mal fait de manière générale. Il vous donne quand même beaucoup d'infos, mais par contre, il faut aller toujours dans des sous-menus. Puis vous voyez que ça rame. Moi, je trouve ça vraiment très très lent ce type d'application, quoi. Vous avez aussi tous les réglages de clim et de recharge, donc en fait qui sont disponibles dans la voiture, mais qui sont aussi ici modifiables directement depuis l'appli. Par exemple, les objectifs de charge, la limitation du courant. Donc ça, vous pouvez vraiment le faire à distance. C'est quand même hyper agréable. Vous pouvez déverrouiller la trappe de charge par exemple. Voilà, pour le reste, on peut prendre un rendez-vous un petit peu comme chez Tesla. On a toutes les infos du véhicule, les informations de compte aussi, hein, vous voyez ici avec toutes les petites FAQ, tous les services de vos concessionnaires, avec des petites vidéos aussi. Donc c'est plutôt bien fait, c'est assez complet et je dirais que franchement, elle est relativement simple à utiliser. En tout cas, moi j'ai trouvé vraiment pas mal du tout. Bon, après plus d'une semaine, plus de 2000 km à la mer, à la montagne, sur autoroute, vraiment je l'ai maltraité cette BMW i4, il est temps de conclure. Est-ce que j'ai aimé cette voiture? Mais je l'ai pas aimé les amis, je l'ai adoré en termes de confort, en termes de finition, en termes de plaisir de conduite, même la conduite semi-autonome, je l'ai largement préférée à la Tesla Model 3. Pour moi, il n'y a pas de comparaison possible, d'autant que maintenant on a les mêmes autonomies en électrique, sauf évidemment sur la version 4x4, mais je dirais que même sur cette version, on fait quand même 300 km sur autoroute, donc ça va. Après, c'est vrai que le système à l'intérieur, il n'est pas parfait en termes de planification, recherche de bornes et tout, c'est un petit peu moins bien que chez Tesla. Par contre, on a quand même CarPlay, donc on arrive à se débrouiller. On a plein de petites technologies pratiques, hein, comme par exemple ici, moi je suis souvent allé à la plage juste avec ma montre, donc ça c'est quand même hyper pratique. Alors au niveau des tarifs, ça pique un petit peu, hein. Regardez, le prix de base n'est pas très élevé, mais là par exemple on a 20 000 balles d'options, donc bon voilà, on est habitué chez BMW. Mais en tout cas, si vous êtes fan de BMW, que vous voulez passer à l'électrique, que vous voulez une berline, franchement allez l'essayer les amis, vous allez l'adorer. Et voilà les amis pour cet essai de la BMW i4, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que nous à la tournée. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser bien sûr dans les commentaires. Bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne et puis je vous encourage aussi à prendre un abonnement VIP, hein, puisque Mac4Ever évidemment est complètement indépendant des marques, donc ça nous permet de vous faire des vidéos totalement indépendantes. Et puis bien sûr, nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao ciao.